Monsieur Darius Rochevin, ça vous plaît, s'il vous plaît, je commence avec une petite introduction. Nous vivons dans un monde un peu particulier, un monde tiraillé entre diverses formes de vérité, une sorte de réalité amplifiée peut-être par les réseaux sociaux. Quelle est la place des médias aujourd'hui? Quelle est la place de notre profession vis-à-vis de ces enjeux-là? Bonsoir, d'abord je vous remercie beaucoup de votre invitation. La place des médias aujourd'hui a évidemment beaucoup évolué avec Internet. En réalité, elle est devenue, à mon sens évidemment, je défends un peu ma paroisse, plus importante même qu'avant. Il y a ce mot, vous savez, de Chateaubriand qui dit la presse c'est la parole à l'état de foudre. Et c'est devenu encore plus vrai qu'avant, c'est-à-dire que la parole de la presse est devenue, grâce à Internet, et dans Internet, encore plus rapide. Plus rapide les informations fausses, mais plus rapide aussi les informations vraies. Plus rapide aussi les vérifications, les contradictions, la discussion, la dialectique qui a lieu, notamment sur les réseaux sociaux, et qui donne à la presse d'abord un rôle de vérification, encore plus important que dans le passé, un rôle de référence, qui fait que même si on surfe, et même si on est amusé par toutes sortes de sites divers, même si on peut être parfois séduit par une théorie bizarroïde, complotiste et autres, on est quand même content de revenir à RTS si possible, au Monde, au Figaro, à des journaux entre guillemets sérieux, qui vont infirmer ou vérifier une information. De la même façon, cette rapidité de l'information, la circulation des idées et des informations, va permettre à la presse d'être plus critique et plus autocritique, c'est-à-dire qu'on exerce davantage son esprit critique, mais aussi on le subit. Et c'est aussi une chose positive. Le temps est très loin où le journaliste écrivait son papier et il écrivait à peu près dans le vide. Il fallait souvent attendre 2 jours pour avoir les premières réactions par courrier. Et puis, voilà. Aujourd'hui, il m'arrive, quand je présente le journal télévisé, pendant même le journal télévisé, il y a une réaction sur Twitter ou sur Facebook qui dit « Ah, là, vous vous êtes trompé ». Et alors souvent, c'est pour des détails de faits assez insignifiants, mais vous pouvez vous corriger même pendant le journal. Ça, c'est l'exemple, le petit exemple. Mais le grand exemple, ça veut dire que beaucoup d'erreurs de presse qui étaient majeures, qui étaient massives dans la presse, entre guillemets, établie, sérieuse, traditionnelle du passé, ne seraient plus tout à fait possibles aujourd'hui. La presse traditionnelle, vous savez, on dit tellement « Ah, il y a la presse sérieuse, la presse pas sérieuse ». Bien sûr, c'est vrai. Mais elle doit aussi faire sa part d'autocritique. Tout à l'heure, Antonio Hodgers parlait de la chute du mur de Berlin. Il faut quand même se rappeler que la grande presse a persévéré dans des erreurs qui étaient massives à un point extraordinaire et terrifiant. Si vous pensez par exemple à quel point en Occident la figure de Staline a été encensée par une certaine presse, de gauche pour des raisons idéologiques, de droite pour de la réelle politique. Vous savez, toute une période de la presse, notamment américaine, appelée en Claude Joe, faisait l'éloge de Staline, etc. Et vous pouvez comme ça multiplier des exemples de mouvements, de régimes qui ont été encensés par la presse en Occident. Les Khmers rouges, dans une certaine presse, le trotskisme, le maoïsme, dans une presse de droite, cette fois, le régime d'apartheid d'Afrique du Sud, Franco, etc. Et là, pendant que des millions, parfois de malheureux, crevaient dans les prisons, etc. Il y a un exemple très célèbre dans mon métier qui était le voyage dans les années 30 de Herriot, je crois, qui était un politicien français, qui se baladait en Ukraine pendant qu'il y avait des millions de morts par famine, et qui avait été très impressionné parce qu'on le baladait dans des coins où tout se passait bien, et il avait dit « l'Ukraine est un jardin ». Aujourd'hui, ce serait inimaginable, parce qu'aujourd'hui, dans les secondes qui suivent, vous auriez sur les réseaux sociaux un déchaînement de réactions qui corrigerait ça. Et ce déchaînement, il est souvent pour le pire, ce sont les insultes, la haine, les extrémistes, etc. Mais il est aussi souvent pour le meilleur, c'est-à-dire qu'il permet un exercice de... Et pour toutes ces raisons, je pense qu'aujourd'hui, la presse traditionnelle a plutôt à gagner, et la qualité de l'information ont à gagner à ce grand brassage libre, libéral, que représente Internet et que représente le monde moderne. Donc, d'une certaine manière, au final, tout le monde a
aussi, j'entends dans votre propos, la capacité aussi de s'exprimer sur l'information, ce qui soulève aussi cet autre enjeu, qui est celui de la place de l'individu vis-à-vis de cette liberté d'expression. Parce qu'au final, on pourrait dire d'une certaine manière, un des plis de la liberté d'expression, c'est aussi l'usage qu'on en fait. Et du coup, et je vois que le public a chaleureusement participé. Il y a des questions. Ils ont choisi deux, trois choses. Il y a des critiques. Et donc, ils s'intéressent particulièrement à vos questions, à vos expériences vécues. Et quelque chose de particulièrement intéressant à ce niveau-là, c'est de savoir, donc vous en tant que journaliste, comment vous vous déterminez par rapport à l'usage que vous faites de cette liberté d'expression. C'est-à-dire, vous m'aviez parlé la dernière fois d'une certaine forme d'objectivité. Comment est-ce qu'on essaie de rester dans cette ligne directrice? Alors, par rapport à vos prochains intervenants qui sont des militants, évidemment, quand vous êtes journaliste, vous n'êtes pas militant. Et vous essayez d'être le moins possible moraliste, le moins possible de faire la morale, et rien de pire qu'un journaliste qui essaye de faire du prêchi-prêcha et de dire voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal, etc. A priori. C'est-à-dire vous devez essayer d'observer le plus possible, d'avoir un esprit critique le plus affûté, etc. Et puis ce qui n'empêche pas qu'à la fin, c'est une morale. C'est-à-dire l'esprit d'observation, l'esprit d'objectivité, c'est une morale. Et au temps que nous vivons, c'est très important de le rappeler, c'est-à-dire que ça rejoint ce que sont nos démocraties occidentales aujourd'hui. Elles ne doivent pas être plus faibles et ne doivent pas avoir moins de foi que les régimes de dictature. Un des drames du monde contemporain, et c'est frappant, je ne sais pas qui ici voyage souvent, c'est frappant, vous voyez des Chinois, vous voyez des Russes, vous voyez des Américains qui souvent ont une sorte de passion nationale, par exemple, de fierté nationale qu'il n'y a plus en Europe. En Europe, souvent, on est un peu désabusé, on dit, bon, ben voilà, la démocratie est là, ça fonctionne plus ou moins ça. La liberté de la presse, c'est la même chose. L'objectivité ne veut pas dire qu'on est mou, ne veut pas dire qu'on s'en fiche. Au contraire, l'objectivité, ça doit être une sorte de passion. Et dans l'exercice du métier, ça veut dire, par exemple, quand vous interviewez quelqu'un, avoir vraiment la passion de le prendre sans aucun préjugé. Vous citiez l'exemple de Poutine, l'interview de Poutine que j'avais faite. Pour comprendre Poutine, par exemple, il faut comprendre qui était son père. Le père de Poutine était agent du NKVD dans les années de guerre où, on célèbre en ce moment, on se souvient de la Première Guerre, c'était la Seconde Guerre mondiale, où les soviétiques étaient sous le feu des nazis. Et le père de Poutine était un de ces agents du KGB qui faisait preuve d'un courage inouï parce qu'ils agissaient, c'était à Saint-Pétersbourg, ils allaient derrière les lignes ennemies, donc ils prenaient vraiment des risques extrêmes pour combattre les Allemands derrière les lignes ennemies et faire des opérations de sabotage. Il est évidemment très fier de ça. Et c'était vraiment des gens très très courageux. Et en même temps, c'était des salauds complets. Parce que ces mêmes unités du NKVD fusillaient ce qu'ils appelaient les panicards, fusillaient toutes sortes d'opposants au régime, avec une absence d'état d'âme intégrale. Il y avait ce mot de Staline, vous savez, terrible, il disait l'armée rouge est la seule armée où il faut plus de courage pour reculer que pour avancer. Ce qui veut tout dire. Et vous comprenez Poutine si vous comprenez ça. C'est-à-dire, il y a une vraie fierté nationale, une vraie, comment dire, bonne conscience. Mais en même temps, c'est un policier, un agent secret descendant de ça, et descendant de cette ambivalence-là. Alors évidemment, c'est jamais le même point de vue que les militants des droits de l'homme qui souvent ont tendance à classer le monde en bon et en méchant. Quand vous êtes journaliste, vous avez forcément plutôt une vision des zones grises. Mais ça n'empêche pas que cette approche de la réalité, c'est une approche morale. Et vous parliez donc, d'une certaine manière, de cette forme d'objectivité. Cette objectivité est-elle vraiment libre, au final? Ou n'est-elle pas dictée par d'autres pressions? Il y a l'esprit du temps, c'est certain. Ça, c'est notre patron. Au fond, à tous, ici, la même assemblée où nous sommes ici, si elle avait eu lieu il y a 200 ans, on serait à peu près tous, par exemple, sans doute, pour la peine de mort. Parce que c'était l'opinion dominante il y a 200 ans. Aujourd'hui, en tout cas en public, en privé parfois les gens sont plus compliqués, mais en public on est tous à peu près contre la peine de mort, contre la torture. Et heureusement, moi aussi je le suis, donc je fais partie de cette opinion-là. Ça c'est... Il y a des gens qui s'en plaignent, les extrémistes évidemment sont parfois un peu en dehors de ça. Moi je vois dans les courriers qu'on reçoit, évidemment si vous êtes extrémiste de droite ou de gauche, vous êtes souvent en dehors de cette opinion dominante. Mais
n'y a pas de mal, si on veut, avoir ce patron-là. Moi, je suis conscient d'être dans un monde et content d'être dans un monde où il n'y a pas d'esclavage. Dans l'Égypte antique ou dans la Rome antique, il y avait plein d'esprits aussi brillants que nous, mais qui s'accommodaient de l'esclavage. Donc ça, c'est vrai que c'est notre patron à tous, et parfois ça peut être un peu frustrant pour des gens qui ont des opinions hors cadre. Mais en dehors de ça, oui, l'objectivité intégrale est possible. Moi, je suis de ces journalistes qui ne croient pas en l'objectivité, qui disent on est toujours... Non, moi, je crois vraiment que l'objectivité totale est possible. Et que pour cette raison, la circulation d'informations, la liberté de l'information est vraiment une valeur sacrée. Vous savez, moi j'ai fait beaucoup d'interviews. Les interviews les plus touchantes, c'était souvent les survivants des camps, ou nazis, ou soviétiques, ou d'autres camps, qui vous disent tous à peu près la même chose sur l'information, et c'est la même chose qui se passe dans les prisons. Même dans les systèmes les plus clos, et encore aujourd'hui dans les prisons, les gens vous disent ça, l'information passe toujours, mystérieusement. Vous savez, d'une cellule à l'autre, d'un baraquement de camp à l'autre, l'information circule. Et même quand toutes les censures se mettent en place, même quand vous êtes, moi j'ai des survivants d'Auschwitz qui m'ont raconté ça, même quand vous êtes dans l'anus mundi, dans le pire du monde, ce qui survit, c'est cette forme de liberté qui est la circulation de l'information. Et ça, c'est très beau. Il y a le commerce qui survit aussi. Et je pense qu'il y a une intimité très profonde dans toutes les libertés. La liberté de circuler, la liberté du commerce, la liberté de l'information. Et si je peux me permettre, je ne peux pas faire de moralisme vraiment, mais on est dans un monde où parfois il y a une tentation de la censure, ou une tentation des contraintes. Et en tout cas, en matière de presse, il faut toujours prendre le parti de la liberté. Et il y a aujourd'hui des dangers, bien sûr, de manipulation, on pense aux manipulations électorales sur les réseaux sociaux, etc. Mais il faut toujours faire attention quand on parle de censure, parce que le parti de la liberté est quand même préférable, toujours.